Cours de français de Monsieur Ménard. Camus, écrivain. Camus s'est imposé d'emblée, non seulement par la vigueur et l'originalité de sa pensée, mais par son remarquable talent d'écrivain. Il existe d'ailleurs une relation subtile entre le message proposé et la manière dont il s'exprime. Étant donné l'évolution qui s'accomplit du mythe de Sisyphe à l'homme révolté, il est donc d'une saine méthode d'étudier l'art de l'écrivain uniquement dans le premier de ces deux essais, quitte à marquer brièvement, pour finir, les éléments nouveaux qui apparaissent dans le second. C'est à partir de la notion d'absurde qu'il faut analyser les problèmes d'expression dans le mythe de Sisyphe. Le grand chapitre sur la création absurde nous invite d'ailleurs à saisir les relations qui unissent l'attitude humaine et les problèmes d'art. Sans doute s'agit-il surtout ici de la création romanesque, de celle qui s'appuie sur l'imagination et s'efforce de construire un univers concret. Pourtant, certaines remarques peuvent s'appliquer directement à l'esthétique de l'essai et prouvent que l'auteur, en rédigeant ce chapitre, songeait à l'œuvre du moment. De ces pages, il découle en particulier que la loi de l'œuvre d'art, comme le fondement de l'attitude absurde, est la lucidité. Voyez, page 154 du mythe de Sisyphe. De toutes les écoles de la patience et de la lucidité, la création est la plus efficace. Elle demande un effort quotidien, la maîtrise de soi, l'appréciation exacte des limites du vrai, la mesure et la force. Elle constitue une ascèse. De cette remarque, il faut tirer une conclusion essentielle. Si la découverte de l'absurde est celle d'un désordre, d'une cassure, d'un défaut radical d'harmonie entre l'homme et le monde, et si l'homme absurde repousse toutes les tentations de surmonter ce désordre par le recours à l'espoir, mais se borne à une attitude de conscience accompagnée d'un refus sans illusion, l'œuvre absurde ne reflète pas ce désordre. Au contraire, elle le refuse elle-même, et va s'organiser en fonction de l'exigence d'ordre qui règne au cœur de l'homme. Loin de sombrer dans le chaos dont elle témoigne, elle offre la clarté souveraine de la conscience lucide. Ainsi s'explique le fait que la notion la plus étrangère à la conception classique de l'homme puisse être décrite dans un style d'essence classique. Classique, cette composition simple et claire, habilement rythmée, qui fait apercevoir progressivement sous toutes ses faces la notion centrale d'absurde. Classique, le souci d'un vocabulaire précis et dense, et l'art de tirer des mots toute leur plénitude de signification. Entre autres exemples, citons la correspondance établie entre le suicide proprement dit et le suicide philosophique. On sait que cette expression est appliquée aux philosophies de l'espoir, censées arracher l'homme à sa condition, à la vraie vie. Classique, l'habile répartition du concret et de l'abstrait. L'auteur, avant d'entamer l'analyse abstraite, en fait apercevoir le caractère dramatique et urgent en posant le problème du suicide. De même, l'analyse terminée, à la fin de l'ouvrage, c'est le personnage de Sisyphe qui se présente à nous. Contrairement à ce que le titre de l'ouvrage aurait pu laisser attendre, il n'est pas apparu au point de départ. Il survient pour donner à l'ensemble une conclusion en acte. Dans l'éclair de bonheur qui illumine son visage, se résume toute la philosophie de l'absurde. Mais ce mot de classicisme ne définit qu'un climat général. L'art de l'absurde comporte des nuances singulièrement plus précises. Il se refuse d'abord au systématique. L'affirmation de l'absurde découle de l'impuissance de la raison.
Ce n'est donc pas au raisonnement abstrait fondé sur des principes que le philosophe va faire appel. Plutôt que des idées qui s'enchaînent, c'est une pensée qui se déroule. Il est précisément un bon moyen de dégager la pensée de l'absolu et du systématique, c'est de lui donner un caractère personnel et de la présenter comme le fruit d'une réflexion sur l'expérience vécue. C'est là l'une des raisons de l'emploi constant de la première personne dans le mythe de Sisyphe. Camus n'a pu méconnaître la parenté que cet emploi établissait entre son œuvre et les essais de Montaigne, où le moi se révèle comme la réalité fondamentale, et aussi avec le discours de la méthode de Descartes, où l'auteur retrace l'histoire de son esprit. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre, le jeu de Camus offre un caractère beaucoup plus impersonnel. Il n'est aucun cas où l'auteur paraisse faire référence à un épisode particulier de sa propre vie. L'emploi du jeu n'empêche donc pas la pensée de tendre à la généralité, mais il lui ôte de son abstraction, traduit le fait que la pensée s'élabore au plan de l'existence et provoque sans cesse le lecteur à un retour sur lui-même, à une recherche personnelle et vivante. Ce jeu accompagne d'ailleurs constamment un verbe au présent. Il ne donne jamais occasion à un retour complaisant sur le passé. Ce présent donne à l'idée le caractère de la généralité, mais il nous met aussi en présence d'une pensée qui se fait et nous invite à opérer les mêmes démarches. Il s'agit en effet de démarches plus que d'une démonstration. C'est dans la description du vécu que se saisissent les grands problèmes. Page 24, par exemple, nous allons le constater. Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. Les grands sentiments promènent avec eux leur univers, splendide ou misérable. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif où ils retrouvent leur climat. Il y a un univers de la jalousie, de l'ambition, de l'égoïsme ou de la générosité. Un univers, c'est-à-dire une métaphysique et une attitude d'esprit. Ce qui est vrai de sentiments déjà spécialisés le sera plus encore pour des émotions à leur base aussi indéterminées à la fois, aussi confuses et aussi certaines, aussi lointaines et aussi présentes que celles que nous donne le beau ou que suscite l'absurde. Ainsi, du concret, du vécu, se dégage l'idée. D'où une méthode qui est d'analyse et non de connaissance, page 25. Une méthode descriptive et concrète. C'est à dessein que Camus nous présente l'homme absurde à l'aide d'exemples concrets. Ce sont des images et non des analyses qui sont en face de nous. La seule vérité, écrit Camus, page 95, qui puisse lui paraître instructive n'est point formelle. Elle s'anime et se déroule dans les hommes. Ce ne sont donc point des règles éthiques que l'esprit absurde peut chercher au bout de son raisonnement, mais des illustrations et le souffle des vies humaines. Les quelques images qui suivent sont de celles-là, il s'agit des portraits de l'homme absurde. Elles poursuivent le raisonnement absurde en lui donnant son attitude et leur chaleur. Lorsque le déroulement de la pensée s'appuie sur des abstractions, ces abstractions sont des évidences. Le mot revient constamment dans le mythe de Sisyphe, et par conséquent ne font pas proprement appel au raisonnement rationnel. Ainsi, l'art absurde tend à substituer au raisonnement l'analyse. À la notion de l'absurde considéré comme un irrationnel se rattache donc une certaine méthode sur laquelle se modèle l'art d'écrire. La lucidité demeure le trait fondamental de cet art. Lucidité dans la recherche, mais aussi lucidité devant le spectacle de l'absurde. Dur spectacle, imposant l'idée que le destin de l'homme est inhumain, mais spectacle devant lequel aucune réaction de faiblesse n'est admise, aucune complaisance dans la souffrance, aucun attendrissement. Seul est digne de l'homme une protestation orgueilleuse et sans espoir. Il faut mettre en rapport avec cette attitude
certains aspects caractéristiques du style de Camus. Proposons d'abord une analyse négative, et notons comme un trait de grande importance le refus de l'éloquence, qui est précisément refus de l'attendrissement. Il s'agit de voir clair, de constater le mal, sans faire de sentiment. L'éloquence, par l'harmonie qu'elle introduit, par l'enchantement qu'elle réalise, serait comme un moyen de réintroduire l'espoir, de supprimer la cassure de l'absurde. Que l'on examine à cet égard les fins de chapitre, lieu où tout écrivain est porté par une loi de la nature et de l'art à rechercher l'ampleur et le rythme, on verra que Camus s'attache à finir, pour ainsi dire, sèchement. Sécheresse, c'est là un mot qui définit bien le caractère peut-être le plus profond, le plus concerté du style de Camus. Il faut au créateur un cœur sec, dit-il lui-même, page 116. Le mode d'expression le mieux adapté à la lucidité sans espoir est la phrase brève et claire, dont la clarté toutefois n'est pas la chaude lumière qui met le réel en valeur, mais un dur éclat qui en dénonce le caractère inacceptable et comme insoutenable. La phrase la plus habituelle de Camus est la phrase tranchante et qui refuse. Les phrases successives sont en général juxtaposées, sans particules de liaison. Tout ce qui n'est pas nécessaire est supprimé, et d'ailleurs, la juxtaposition est la loi de la description, substituée au raisonnement. Cette extrême sobriété est source d'un art original. La densité, la force significative se dégagent de la sécheresse en même temps que le lecteur est saisi par la gravité, l'urgence des problèmes posés, qui ne permettent pas, selon l'expression courante, de faire des phrases. Camus s'est ainsi forgé un admirable style de l'angoisse, lumière éclairant le désert humain. Tendant à la sécheresse, Camus n'est guère porté à user de l'image. Du moins refuse-t-il de se complaire dans cet ornement qui lui aussi risquerait de faire oublier l'essentiel. L'image, généralement très sobre, vient appuyer l'idée, lui prêter un supplément de lumière. Elle est ainsi brève comparaison, par exemple page 77, le suicide comme le sot et l'acceptation à sa limite. Ailleurs, elle se complique un peu. Si, pour échapper à la question angoissée, que serait donc la vie, il faut, comme l'âne, se nourrir des roses de l'illusion, plutôt que de se résigner au mensonge, l'esprit absurde préfère adopter sans trembler la réponse de Kierkegaard, le désespoir. Plus simple encore, page 32 haut, la citation précédente était au bas de la page 61, ce cercle vicieux n'est que le premier d'une série où l'esprit qui se penche sur lui-même se perd dans un tournoiement vertigineux. De l'image à peine perceptible tellement elle est usée du cercle vicieux, nous passons à l'image plus concrète, plus vigoureuse du tournoiement vertigineux. Camus atteint l'art en refusant les facilités de l'art. Un autre trait de l'homme absurde est la tension qu'il s'impose, tension de la conscience et de la révolte. La même tension passe dans le style. Elle suscite d'abord, une fois de plus, un refus, celui de ce qu'on pourrait appeler le sourire. Il n'est pas de fantaisie dans le mythe de Sisyphe. La recherche de la fantaisie ne serait pas compatible avec le destin tragique de l'homme. On remarquera que l'acteur, présenté comme privilégié dans l'absurde, ne joue guère que des rôles tragiques. Molière n'est cité dans ce chapitre que pour les circonstances de sa mort. L'homme absurde n'est pas porté à rire. Pourtant, à défaut de fantaisie, l'ironie et l'humour se présentent parfois. Mais il faut ici distinguer. On pourrait dans une large mesure parler d'un refus de l'humour. L'ironie, lorsqu'elle apparaît, n'est nullement à l'occasion d'une détente. Elle est comme crispée. Elle souligne le caractère dérisoire de la condition humaine ou met en valeur une triste évidence. Ainsi, dans ce passage qui se trouve tout au début, pages 15 et 16, « Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, l'abjura le plus aisément du monde dès qu'elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Qui, de la terre ou du soleil, tourne autour de l'autre,
cela est profondément indifférent. Pour tout dire, c'est une question futile. L'ironie souligne donc le tragique. Le style de Camus est style tragique en ce qu'il traduit le déchirement de l'homme qui constitue précisément l'absurde. Ce tragique ne s'élève jamais à la plainte, à peine parfois à un pathétique discret. Il unit la tension et le mouvement. Ainsi, pages 75 et 76, un passage caractéristique de cette tension unie au mouvement. Insistons donc encore sur la méthode. Il s'agit de s'obstiner. À un certain point de son chemin, l'homme absurde est sollicité. L'histoire ne manque ni de religion ni de prophète, même sans Dieu. On lui demande de sauter. Tout ce qu'il peut répondre, c'est qu'il ne comprend pas bien, que cela n'est pas évident. Il ne veut faire justement que ce qu'il comprend bien. On lui assure que c'est péché d'orgueil, mais il n'entend pas la notion de péché. Que peut-être l'enfer est au bout, mais il n'a pas assez d'imagination pour se représenter cet étrange avenir. Qu'il perd la vie immortelle, mais cela lui paraît futile. On voudrait lui faire reconnaître sa culpabilité, lui se sent innocent. À vrai dire, il ne sent que cela, son innocence irréparable. C'est elle qui lui permet tout. Ainsi, ce qu'il exige de lui-même, c'est de vivre seulement avec ce qu'il sait, de s'arranger de ce qui est, et ne rien faire intervenir qui ne soit certain. On lui répond que rien ne l'est, mais ceci du moins est une certitude. C'est avec elle qu'il a affaire, il veut savoir s'il est possible de vivre sans appel. Cette belle formule, vivre sans appel, sur laquelle se clôt ce paragraphe, exprime précisément cette tension qui correspond à une attitude de refus et qui fait que l'homme absurde est comme invité à serrer les dents devant le tragique de sa condition. On voit que le tragique naît de l'exaltation de la volonté. La plupart des traits que nous venons de dégager pourront se reconnaître et faire l'objet d'une analyse plus précise dans un texte caractéristique où Camus analyse la découverte de l'absurde par l'intelligence et qu'il vaut la peine de considérer de près comme un modèle de Camus écrivain. Page 36-37. L'intelligence aussi me dit donc à sa manière que ce monde est absurde. Son contraire, qui est la raison aveugle, a beau prétendre que tout est clair, j'attendais des preuves et je souhaitais qu'elle eût raison. Mais, malgré tant de siècles prétentieux et par-dessus tant d'hommes éloquents et persuasifs, je sais que cela est faux. Sur ce plan du moins, il n'y a point de bonheur, si je ne puis savoir. Cette raison universelle, pratique ou morale, ce déterminisme, ces catégories qui expliquent tout, ont de quoi faire rire l'homme honnête. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit. Ils nient sa vérité profonde, qui est d'être enchaîné. Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l'homme prend désormais son sens. Un peuple d'irrationnels s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Dans sa clairvoyance reconnue et maintenant concertée, le sentiment de l'absurde s'éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde, et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l'un à l'autre, comme la haine seule peut river les êtres. C'est tout ce que je puis discerner clairement dans cet univers sans mesure où mon aventure se poursuit. Arrêtons-nous ici. Si je tiens pour vrai cette absurdité qui règle mes rapports avec la vie, si je me pénètre de ce sentiment qui me saisit devant les spectacles du monde, de cette clairvoyance que m'impose la recherche d'une science, je dois tout sacrifier à ces certitudes et je dois les regarder en face pour pouvoir les maintenir. Surtout, je dois leur régler ma conduite et les poursuivre dans toutes leurs conséquences. Je parle ici d'honnêteté, mais je veux savoir auparavant si la pensée peut vivre dans ces déserts. Ce beau paragraphe éclaire quelques-unes des remarques précédentes et permet d'aboutir à une vue plus synthétique de l'art de Camus. Nous y noterons d'abord le caractère pressant et urgent du style, caractère pressant et urgent dont on voit à quel point il est servi par l'emploi du jeu de la première personne, qui enferme constamment un appel au lecteur, une invitation à effectuer la même expérience, à constater les mêmes réalités.
On constatera aussi que la lumière baigne tout ce texte, lumière qui est en même temps, pourrait-on dire, illumination. En effet, c'est une découverte qui s'opère par étapes successives, par illumination successive, et cette lumière progressive permet de saisir peu à peu l'univers absurde dans sa véritable nature et dans les conditions qu'il impose à l'homme. Nous aboutissons d'ailleurs à cette image du désert qui suggère implicitement l'idée d'un soleil implacable. La lumière et le domaine de l'absurde vont naturellement ensemble, et l'on voit à quel point les caractères principaux du style sont ainsi appelés par le fond même du sujet. La démarche est cependant conduite avec sobriété, avec cette sorte de sécheresse que je notais comme un trait caractéristique du style de Camus. Assurément, la sécheresse se marque ici dans plusieurs phrases brèves et qui sont comme des constatations tranchantes ou qui marquent l'invitation à un refus obstiné et qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Par exemple, il nie sa vérité profonde qui est d'être enchaîné. Et plus loin, je parle ici d'honnêteté. Le problème qui se pose n'est pas un problème de beauté, mais un problème de vie, un problème de réaction devant la réalité fondamentale. On constatera, comme je l'ai souligné en général, le refus de l'éloquence et le refus de l'image, quelques images sans doute, mais à peine indiquées, et qui ne font que préciser l'univers suggéré. Ainsi, dans la phrase que je lisais à l'instant, il nie sa vérité profonde qui est d'être enchaîné, l'homme présenté enchaîné, l'image se réduit à un mot, mais ce mot vaut surtout par la plénitude de sens qu'il enferme. Et ailleurs, un peuple d'irrationnel s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Cette personnification de l'irrationnel, cette multiplication de ses formes montre bien ce qu'il peut y avoir d'obsédant et d'oppresseur dans cette réalité irrationnelle. Mais l'image est discrète, elle est avant tout significative. Malgré cette sobriété, cette sécheresse, nous sommes en présence d'un texte qui nous permet de découvrir dans le style de Camus un mouvement vivant, une animation qui soulève le texte, et même, dans une large mesure, une passion. La passion anime en effet l'homme absurde, car elle est associée à la conscience, elle est associée aussi à la volonté, qui oblige celui qui a pris conscience de l'absurde à maintenir l'exigence qui en résulte. Et il la maintient avec fermeté, avec dureté sans doute, mais aussi avec une conviction passionnée, comme il convient devant une vérité qui commande la destinée de l'homme. Tel est donc ce style de l'absurde dont certains traits essentiels se sont ainsi dégagés. Il est adapté foncièrement à l'univers étouffant de l'absurde. Et pourtant, nous noterons que cette tension qui est l'une de ses lois se défait, pour ainsi dire, à partir du moment où l'absurde est totalement assumé. Dans la présentation finale du mythe de Sisyphe, le style se modifie, ou du moins progresse, gagne en mouvement, et ce qui était passion dans le passage récemment lu devient quasiment lyrisme. De toute manière, Camus, dans cette partie ultime de son ouvrage, s'élève à une sorte de calme. Il relâche alors la tension qu'il s'était imposée. Il rejoint au-delà de l'image le mythe, bien sûr, mais aussi au-delà de l'éloquence le lyrisme, au-delà de la fantaisie qu'il refuse, l'aisance joyeuse. Nous sommes tous surpris, dans ce chapitre final, de voir Camus plaisanter. Ainsi, lorsqu'il présente Sisyphe. Si l'on en croit Homère, Sisyphe était le plus sage et le plus prudent des mortels. Selon une autre tradition cependant, il inclinait au métier de brigand. Je n'y vois pas de contradiction. Plaisanterie, qui est l'un des premiers signes de cette détente. La manière avec laquelle est dépeint Sisyphe au moment où il voit son rocher rouler du haut de la montagne, par conséquent au moment où éclate la vanité de son effort, est également soulignée par un style détendu d'une autre manière, et qui, ici, se
colore d'une sorte de lyrisme. Une amitié est en quelque sorte éprouvée par l'auteur pour ce personnage qui représente si bien son propre idéal. C'est pendant ce retour, page 163, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà Pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. À chacun de ces instants où il quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin, il est plus fort que son rocher. Et le lyrisme s'élève encore davantage dans le passage final, lorsque la joie de Sisyphe nous est présentée. Il est page 165 par exemple, quelques phrases. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là, son destin lui appartient, son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Détente donc à tous égards, et qui permet de voir reparaître ce qui était obstinément comprimé dans tout le reste de l'ouvrage, reparaître l'image élégante, soulignée avec une sorte de complaisance, retour non pas à l'éloquence mais au lyrisme et à une expression à la fois plus soutenue et plus détendue, car l'absurde dès lors paraît conjuré, dominé. Détente précaire sans doute, car l'effort devra reprendre ensuite, mais qui exprime cependant cette sorte de sérénité qui s'empare de l'homme une fois qu'il a pleinement pris conscience de son destin. Précisons en 2 mots l'évolution qui s'accomplira du mythe de Sisyphe à l'homme révolté. Le mythe de Sisyphe, séduit par le caractère systématique de l'art de la sécheresse, séduit par ce parti pris d'établir une harmonie rigoureuse entre la dureté de l'absurde et la dureté de l'expression, une dureté qui est grand art. Avec l'homme révolté, la chaleur humaine apparaîtra davantage. La lucidité reste la première loi, dans la révolte comme dans l'absurde. Mais cette lucidité est conçue non plus seulement par le moi, mais par le nous. La première personne disparaît du mythe de Sisyphe, c'est une totalité qui est saisie. La lumière devient dès lors chaleur et passion. L'ampleur gagne le style, le lyrisme se fait plus frémissant, et les pages lyriques plus nombreuses. Plus de richesse, plus de plénitude, plus d'ampleur, c'est ce que l'on pourrait, d'une façon très générale, déclarer. Ce n'est pas seulement par là le génie de l'écrivain qui s'enrichit, mais peut-être est-ce plutôt l'homme qui, par son évolution, colore autrement son propre style, est obligé de former un autre moyen d'expression. Concluons brièvement. Dans les essais de Camus, l'art n'est jamais séparé des problèmes de vie. L'esthétique est étroitement liée à l'éthique. Cela est significatif. La définition d'une pensée s'accompagne toujours pour Camus de la recherche d'une expression adéquate. L'art engage au même titre que la pensée. Il est remarquable de trouver un grand souci de l'art chez un écrivain aussi opposé que possible aux recherches des stylistes et des amateurs d'art pour l'art. Mais cette contradiction est révélatrice. Pour Camus, l'art est sincérité et plus encore vérité.